Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, moi, je m'appelle Ndeye Khady Diop. Je suis assistante au niveau du programme Master Medit et je serai votre modératrice ce soir pour ce webinaire d'information. Je vous souhaite la bienvenue à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour ce temps d'échange et de découverte autour de cette formation portée par Global Africa, par l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous connecter à ce webinaire qui s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les spécificités du master métier de l'édition scientifique, son fonctionnement, son réseau et ses opportunités professionnelles. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous fournir une information complète et concrète sur le master, c'est-à-dire son contexte de création, sa vision académique, ses organisations, la maquette, mais également les conditions d'admission, les possibilités de financement et les opportunités professionnelles qu'elle offre. Ce webinaire se veut également un espace d'échange direct. Donc, vous aurez tout au long de la session la possibilité de poser vos questions à l'équipe pédagogique et administrative de ce programme afin d'obtenir toutes les précisions nécessaires avant de déposer votre candidature. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou attendre la fin de la session pour qu'on vous donne la parole. Donc, nous aurons aujourd'hui, notre rencontre aujourd'hui se déroulera en plusieurs étapes. Nous aurons en premier lieu la présentation du contexte général du MEDIX, l'organisation académique, ensuite le format pédagogique, les instructions de collaborateurs, et nous allons terminer avec le dispositif d'accompagnement, les frais de dossier et la composition du dossier de candidature et le calendrier. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter l'équipe qui est chargée de coordonner ce master. Il s'agit de professeur Rachid Idiassine, qui est le coordinateur de Global Africa et enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur Marmouth, coordinateur du Master Medix et également enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous aurons également Madame ou professeur Ndeye Massata Ndiaye, qui est coordonnatrice et enseignante-chercheur à l'Université Cheikh Hamidou Kane. Mohamed Amoussa, qui est responsable de la communication au niveau de Global Africa. Ndeye Madjiguène Diouf, responsable administratif et financière. Madame Bintou Frankali Kanté, assistante, et moi-même, Ndeye. Donc, pour animer cette session, nous aurons le plaisir d'entendre successivement professeur Rachid Idiassine, qui ouvrira la présentation avec la partie à propos du MEDIS. S'ensuivra professeur Ndeye Massata Ndiaye, coordonnatrice de l'Université Cheikh Hamidou Kane, qui reviendra sur la présentation de l'université et les étapes de l'inscription. Professeur Marmouth, qui développera la partie sur l'organisation académique, la formation et les modalités d'enseignement. Moi-même, je présenterai ensuite les institutions partenaires, le réseau professionnel, ainsi que le corps enseignant du master. Professeur Rachid Idiassine reviendra ensuite pour la partie financement et accompagnement plutôt, en évoquant les bourses, aides, stages et perspectives d'insertion. Et enfin, Bintou Kanté conclura les présentations avec la partie sur les candidatures. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie de notre programme. Je vais maintenant donner la parole à professeur Rachid Idiassine, qui va nous présenter la genèse du Master Medix, sa vision académique, entre autres. Professeur, vous avez la parole. D'abord, effectivement, comme Khalil le disait, je tiens également au nom du programme Global Africa à remercier donc l'ensemble de l'équipe pour l'organisation de ce webinaire et à remercier également les candidats qui s'y intéressent aujourd'hui pour apporter un certain nombre d'éléments de précision, de réponse et de clarté à beaucoup de questions qui nous sont parvenues depuis le lancement de l'appel à candidature. Donc, je rappelle rapidement pourquoi ce master a été créé en fait et à quels besoins il répond. Il faut dire tout de suite que, en fait, le point de départ de ce master métier de l'édition scientifique, en gros, se résume à une phrase, puisque sans publication, il n'y a pas de recherche scientifique visible, à l'échelle mondiale notamment. Et raison pour laquelle on sait qu'en Afrique en général, mais de manière beaucoup plus criante et marquée dans l'Afrique francophone, eh ben, publier, c'est un défi pour tous les enseignants-chercheurs. Il s'agit ici de publications scientifiques.
Et donc, moins de 3% d'ailleurs des publications scientifiques du continent sont indexées à l'international, ce qui fait que la plupart des chercheurs manquent de structure éditoriale solide, de compétences techniques aussi pour éditer des revues de qualité et de standards internationaux étant référencés, et d'outils aussi numériques aujourd'hui pour valoriser leurs travaux. Ce constat, c'est le laboratoire d'analyse des sociétés Afrique Diaspora, Société et Pouvoir Afrique Diaspora, le LASPAD de l'université Gaston Berger, qui l'avait déjà documenté en 2022. On avait lancé une étude, une cartographie inédite des formations qui sont liées au métier de l'édition scientifique, et on constatait qu'aucune des universités francophones d'Afrique ne proposait de formation et de cursus liés au métier de l'édition scientifique. Et donc, le Master Medits est né pour combler ce vide et répondre à ce besoin urgent et important dans le contexte aujourd'hui du développement de la recherche scientifique. C'est donc une initiative stratégique et collective aussi, parce que le Master Medits est non seulement initié par le LASPAD, mais il s'inscrit dans le cadre d'un programme porté par un consortium d'institutions, le programme Global Africa, en partenariat plus particulièrement pour le volet opérationnel avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, l'UNCHK de Dakar, et l'IRD, ça a été évoqué aussi, l'Institut de recherche pour le développement, institut français qui est célèbre et connu, et plusieurs aussi institutions internationales du consortium, puisque nous sommes au moins 13 institutions, dont l'Agence universitaire de la francophonie, la UF, le CAMES, Open Edition, et également des organisations de publication scientifique, de vulgarisation comme The Conversation, qui sont importants. Donc ce master s'inscrit dans une vision académique très claire. Il s'agit, dans un premier temps, de focaliser sur la professionnalisation des métiers de l'édition scientifique. Il y a une série de métiers. La plupart sont exercés par le métier d'éditeur scientifique et exercés en général par des chercheurs qui n'ont pas forcément cette formation et cette compétence professionnelle, ou par des professionnels qui sont dans des établissements comme des presses universitaires africaines, mais qui n'ont pas reçu une formation solide, actualisée, professionnelle. Et donc, il s'agit aussi de renforcer la souveraineté éditoriale africaine. C'est ici une ambition et un projet aussi structurant de ce Master Medits au niveau politique. Il s'agit en fait de permettre à la recherche scientifique africaine de posséder ces outils de publication et de diffusion pour pouvoir se valoriser sans dépendre effectivement de l'agenda économique et politique d'autres régions du monde pour lesquelles il y a une féroce compétition pour capter la recherche scientifique, la promouvoir, la diffuser, la valoriser et aussi et surtout l'exploiter ensuite dans les économies dont l'Afrique ne tire pas toujours profit de sa propre recherche elle-même. Il s'agit enfin, 3, de faire de l'Afrique un acteur central de la diffusion mondiale du savoir. La revue Global Africa, par exemple, a été un projet pilote pour cela, pour lancer justement une revue de standard international en SHS, en sciences humaines et sociales, qui puisse justement compétir et n'avoir rien à envier à des grandes revues de renom dans la mondiale. Donc ce master, il a donc à la fois une formation, il a à la fois une formation professionnelle, il est un levier aussi de transformation et une plateforme de coopération panafricaine pour promouvoir et valoriser la recherche africaine à travers la publication scientifique. Le master Medits, professeur Marbodge reviendra dessus, il repose sur une architecture pédagogique hybride, mais qui est pensée pour être inclusive, souple et connectée. Ça, c'est extrêmement important, vous allez voir, et c'est pourquoi peut-être c'est aussi une formation inédite de ce point de vue-là, puisqu'elle est internationale et qu'elle repose sur un certain nombre de dispositifs permettant non seulement de faciliter la formation et l'acquisition de compétences et la transmission de ces compétences et de ces savoirs, mais aussi de pouvoir les injecter, dirais-je, les implémenter dans l'économie éditoriale africaine. L'objectif, c'est non pas seulement de transmettre des savoirs, comme je viens de le dire, mais c'est aussi de faire émerger une nouvelle génération d'éditeurs africains, des éditeurs qui soient capables réellement de piloter des revues, de gérer des plateformes éditoriales, d'accompagner les chercheurs aussi vers la science ouverte, c'est une identité très forte aussi de ce master, et de promouvoir les publications africaines dans les grands réseaux internationaux. Vous comprendrez ici tout de suite que les compétences qui sont visées sont multiples. Il s'agit au sortir du master d'avoir des professionnels capables de maîtriser la chaîne éditoriale complète, du manuscrit jusqu'à sa diffusion, d'appliquer dans cette chaîne-là les standards de la science ouverte et des licences Creative Commons notamment,
de pratiquer le copy editing et la relecture scientifique selon des normes internationales et d'être capable de gérer aussi tout ce qui relève de l'environnement numérique, du référencement, de l'indexation et de la communication éditoriale. Et enfin, de concevoir des stratégies aussi de visibilité scientifique et médiatique des publications scientifiques africaines. Autrement dit, cette génération qui sortira de cette promotion de master on les imagine comme des architectes de la visibilité scientifique africaine. Les débouchés sont multiples, hein. Le master, j'y reviendrai tout à l'heure évidemment dessus, mais les diplômés peuvent donc exercer leurs compétences dans des revues scientifiques existantes, dans des presses universitaires, dans différentes maisons d'édition savantes et scientifiques, dans des laboratoires de recherche qui publient, des ONG, des institutions internationales ou même des startups éditoriales, dont le LASPAD également imagine un certain nombre d'entre elles, et puis de créer des projets aussi, pourquoi pas, éditoriaux numériques inédits. Ces métiers sont ceux de l'éditeur scientifique, du responsable de revue, d'expert en open access, de consultant en communication éditoriale ou même de formateur à ces métiers-là dans les universités et les centres de recherche africains, tant le besoin est criant. Pour conclure rapidement sur cette partie, je dirais que le master n'est donc pas une simple formation, c'est un projet de souveraineté intellectuelle, un acte fondateur pour replacer la recherche africaine dans les circuits mondiaux du savoir, et donc il s'adresse ainsi à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui, qui ont compris que faire de l'édition un moteur de transformation académique et sociale, et de celles et ceux qui croient aussi que publier depuis l'Afrique, c'est aussi écrire le futur du continent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Rachid, pour cette présentation claire qui pose bien les bases de notre webinaire. Alors, avant de poursuivre, je vais donner la parole au professeur Mampendaba, qui est enseignante-chercheur au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et rédactrice en chef de la revue Global Africa et directrice du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, de l'ASPEC. Professeur Ba. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Nekhadi. Merci, Rachid. Je suis très heureuse de prendre la parole quelques minutes pour insister sur ce que vient de dire professeur Idi Yassine sur l'importance de la formation que nous allons délivrer avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Dire pour ma part que c'est une formation d'avenir. Rachid a parlé de souveraineté intellectuelle, de souveraineté scientifique. Vous savez tous que c'est le nouveau credo de nos États et c'est un bon credo. Sauf que pour éviter que ce credo ne soit juste un mot creux, il faut le mettre en œuvre. Et au fond, quand on pense à la souveraineté intellectuelle en marche, réelle, mise en pratique, au-delà des discours, en fait, on se rend compte que cela demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et qu'il y a des lieux particuliers dans lesquels cette souveraineté est un enjeu crucial. Encore une fois, l'espace scientifique, l'espace intellectuel et le creuset essentiel de ce qu'on appelle généralement la décolonisation des savoirs, la décolonisation des curricula, la décolonisation de la science. C'est précisément dans ce travail de décolonisation ou de souverainisation, parce que la souveraineté aussi est un process, c'est un processus. On ne devient pas souverain du jour au lendemain parce qu'on l'a proclamé. On y travaille de manière acharnée et régulière, de manière consistante régulièrement pour atteindre cette souveraineté et pour réaliser cette décolonisation de nos espaces académiques, de nos espaces scientifiques. Et c'est précisément l'objectif de ce master. Ce que nous essayons de faire, c'est de recentrer via des ressources humaines, cette fois-ci, l'agenda de la décolonisation. Cela consiste à dire, si nous voulons que nos espaces académiques et donc nos espaces politiques au sens de prise de décision politique, au sens de mise en œuvre de politiques publiques,
si nous voulons que ces espaces soient décolonisés, que ces espaces soient des espaces de souveraineté, nous devons produire de la science. Nous devons produire des connaissances et ces connaissances, encore une fois, elles ne peuvent pas rester dans les ordinateurs ou dans les salles de cours. Elles doivent traverser tout l'espace social et pour cela, il y a un moyen incontournable, c'est celui de la diffusion, celui de la publication. La publication, évidemment, je crois, c'est Prof. Mar qui en parlera, maintenant a absolument évolué. On n'est plus à l'ère des manuscrits écrits seulement. Tout est numérisé, tout va vers des formats même réinventés par l'intelligence artificielle. Mais en tout état de cause, quels que soient les changements en cours, nous sommes toujours dans des formes de publication, de diffusion, de dissémination et de communication de ces savoirs. Les savoirs sont essentiels aux sociétés. Et le rôle de l'université, pas seulement, mais le rôle essentiel de l'université, c'est de produire, de transmettre, de discuter et de publier ces connaissances-là, de les publier et de les partager. Et c'est ce dont on s'est rendu compte. Rachid l'a dit, c'est que le continent a vécu des décennies extrêmement difficiles. Presque depuis l'indépendance, dès les années 70, années 80, il y a eu des politiques qui ont été extrêmement violentes et qui ont eu comme conséquence de faire que le savoir, sa production, la fabrication du savoir, la fabrication des connaissances, le partage des connaissances endogènes, c'est-à-dire issues de nous-mêmes, évidemment toujours en discussion, en interaction avec les autres espaces du monde, mais nos savoirs d'ici ont été complètement marginalisés, délaissés, mis de côté. Et donc, nous utilisons, nous mobilisons des savoirs qui, pour l'essentiel, viennent d'ailleurs sous support d'articles, de rapports, d'ouvrages, de sites Internet, qui sont des savoirs donc extravertis. Ce que nous essayons, encore une fois, de faire, ce que nous voulons faire ici, c'est qualifier des ressources humaines, de préférence des jeunes ressources humaines, parce que c'est un travail de longue haleine, pour qu'elles soient conscientes, non pas seulement qu'elles soient compétentes techniquement, que ce soit de très bons metteurs en page, de très bons graphistes, de très bons communicateurs, de très bons éditeurs, de très bons préparateurs de textes, mais que ce soit des personnes qui sont formées aussi à réfléchir et à comprendre pourquoi le métier auquel nous les formons, celui de l'édition scientifique, est un métier absolument essentiel dans ce processus, dans cet engagement pour la décolonisation de l'académie et surtout pour que des savoirs propres, des savoirs africains, des savoirs endogènes soient valorisés. Et vous le savez, Rachid a insisté sur le fait que je suis rédactrice en chef de Global Africa, parce que précisément, c'est ce modèle-là que nous voulons valoriser sur le continent africain. Global Africa est une revue qui parle les langues africaines, qui valorise les jeunes chercheurs africains et africaines. Vous allez le voir, peut-être qu'on le montrera tout à l'heure. C'est une revue dans laquelle vous avez des résumés d'articles dans presque maintenant une vingtaine de langues africaines. Les articles sont traduits en français, en anglais, en arabe, en swahili. Et c'est cela, en fait, le travail que nous voulons faire. C'est un peu la métaphore, vous voyez, du baobab, puisque nous sommes au Sénégal, avec des racines puissantes et profondes, ancrées sur le terroir, dans la terre africaine, mais un arbre aussi qui est puissant, qui vit longtemps, et qui donne aussi de l'ombre de temps en temps, pas toujours quand même, mais quand même de temps en temps, et qui donne des fruits, et qui sont des fruits qui sont de bons fruits. C'est vraiment ça que nous essayons de faire, nous ancrer, mais aussi devenir tout simplement, de ce point de vue-là, un modèle, savoir qui nous sommes, valoriser nos langues, valoriser nos ressources humaines. Et donc, c'est pas un projet, ce n'est pas un master pour vous donner du travail seulement. C'est un master qui vous permet d'exercer un travail important, d'avoir un métier, de bien vivre de ce métier-là, mais en même temps d'être dans un process de réflexion sur qui nous sommes
à quel moment de l'histoire est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que ça veut dire être africain dans ce moment-ci? Et au-delà des slogans, encore une fois, de la souveraineté, de l'autonomie, de l'endogénéité, de l'afrocentrisme, mettre au concret toutes ces valeurs-là. Et ça, encore une fois, le noyau dur de la possibilité même de toute forme de souveraineté, c'est de produire des connaissances qui font sens pour ses propres communautés. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ce master. Donc, il faut vraiment voir qu'ici, nous ne pensons pas la compétence pour la compétence ou la compétence pour l'employabilité. Ce sont des choses extrêmement importantes. Et professeur Mar parlera des stages parce que nous voulons que vous soyez dès le début aussi dans un process à la fois théorique et pratique. Mais encore une fois, moi, ce que j'aimerais dire et répéter, c'est que vous vous engagez aussi dans quelque chose qui est politique, dans quelque chose qui est de l'ordre de voici ce que nous voulons être, voici ce que nous voulons valoriser, voici comment nous voulons nous représenter et être perçus de l'extérieur, en plus de toutes ces compétences-là. Je sais que vous avez été très gentil de m'accorder la parole, Madame Neradi. Je n'étais pas prévue. Merci pour la générosité dont je n'aimerais pas abuser. Et merci encore à tout le monde d'être ici. Merci beaucoup, prof. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci pour votre intervention, fort intéressant. Alors, nous allons continuer maintenant avec professeur Marmoud, coordinateur de ce master, qui va revenir sur les aspects liés à l'organisation académique, à la maquette pédagogique et aux méthodes d'enseignement. Professeur Mar. Oui, bonjour tout le monde. Alors, à la suite de mes collègues, je vais prendre la parole en affichant clairement le plus vilain s'affiche, les autres ne veulent pas le faire. Donc, moi, je vais le faire. Bonjour et bienvenue à tous les participants à ce webinaire. Et merci de nous accorder votre temps pour prendre des informations sur ce master. Comme nos collègues viennent de le dire, qui est un master inédit dans notre sous-région et qui, disons de manière très péremptoire, et on peut le dire, c'est un master qui va forcément contribuer à la diffusion et la valorisation des savoirs produits par les chercheurs africains globalement. Alors moi, je vais revenir sur la partie liée à l'organisation académique, donc tout ce qui est autour du master, son organisation, les modalités, et puis voilà, quelques sujets d'ordre pédagogique qui vont peut-être donner une idée de comment les choses vont se dérouler. Alors, d'abord, pour s'inscrire à ce master, et ça c'est déjà dans le document d'appel à candidature, il faut au minimum une licence en sciences humaines et sociales ou une licence dans un domaine connexe, ce qu'on appelle un domaine connexe. C'est un domaine qui s'apparente aux sciences humaines et sociales et qui peut normalement donner des outils aux candidats qui lui permettront de suivre ce master et de ne pas être laissé en rade quant aux savoirs qui vont être traités dans ce master. Alors, les conditions d'admission, c'est une sélection par dossier. Le dossier du candidat sera soumis à un jury. Donc, le jury, ce qu'on appelle la commission pédagogique, c'est cette commission, à l'issue d'une session, qui va prendre en charge tous les dossiers déposés par les candidats et qui va, en principe, après sélectionner et diffuser les résultats. Donc, le minimum requis ici, c'est une licence. Avoir un master ou un doctorat n'empêche pas également de s'inscrire si on est carrément dans ce domaine. Alors, ce master est organisé en 2 semestres du master 1 qui va être en tronc commun. Et puis, on a un master 2 qui va également être organisé en 2 semestres. Ce qui fait un master en 18 mois. La première année, 9 mois. La deuxième année, le master 2, 9 mois, ce qui fait 18 mois. Donc, vous avez, à la suite de ce master, disons au cours de ce master, le choix à faire entre 2 spécialités. Une spécialité sur l'édition des contenus
et une autre spécialité sur la production et la diffusion. Alors, pour être transparent, hein, et clair à ce sujet, ce master est contingenté. Contingenté, c'est-à-dire que le nombre de candidats est limité. Donc, c'est le comité pédagogique qui, chaque année, va se réunir pour déterminer le nombre de candidats à recruter pour, disons, pour faire la cohorte qui va être enrôlée dans le master. Alors, concernant les modalités de formation, c'est un master qui est hybride. Les collègues qui m'ont précédé l'ont dit dans leur intervention. Un master hybride, c'est un master qui va se dérouler sous deux modalités. Une modalité distancielle, presque 70%, 75%. Disons que le premier semestre, le deuxième semestre du master 1 seront totalement à distance. C'est le troisième semestre et le quatrième semestre qui seront en partie en présentiel, mais les éléments, en tout cas les éléments de détail, vous seront communiqués au moment opportun. Mais retenez que c'est un master qui est hybride, qui va être en partie et presque pour une bonne partie à distance. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment la modalité distancielle permettra de partager un certain nombre de ressources pédagogiques. Alors, sur la partie distancielle, vous aurez accès à une plateforme hébergée par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est une université qui est spécialisée dans les formations, les enseignements à distance. C'est une université virtuelle. Donc, c'est cette université-là qui va héberger les ressources pédagogiques sous différents formats. Dit que dans la formation à distance, il faut, disons, mettre en pratique ce qu'on appelle dans notre jargon la différenciation pédagogique pour maximiser les chances de toucher tous les profils, tous les styles d'apprentissage. Donc, vous aurez des ressources pédagogiques sous forme de capsules. Vous aurez aussi des moments d'enseignement qui se feront via des conférences en ligne. Vous aurez également accès à des forums que les enseignants vont peut-être mettre en place dans leur espace de cours pour vous permettre d'interagir entre vous et avec lui, l'enseignant. Et vous aurez aussi des sessions en visioconférence. Les sessions en visioconférence, ce sont les sessions synchrones que l'enseignant va lui-même programmer et qu'il va intégrer au déroulement du cours progressivement. C'est-à-dire que une fois que le cours est programmé, que les ressources sont implémentées, disponibles sur la plateforme et que vous y avez accès, l'enseignant programme différentes sessions synchrones. Ces sessions synchrones vous permettront d'interagir directement avec lui, de discuter avec lui sur le contenu du cours, mais également de faire des travaux dirigés, des travaux pratiques, ou en tout cas, c'est des travaux qui seront proposés au format virtuel et l'enseignant a lui de déterminer un peu les contenus qui vont être mis durant ces sessions virtuelles. Mais en tout cas, le distanciel ne signifie pas que vous avez juste accès à des ressources et que c'est à vous de les exploiter personnellement. Il y aura des moments qui seront planifiés avec l'enseignant, où l'enseignant sera en ligne, va partager avec vous le contenu auquel vous avez accès également et va discuter avec vous de la manière dont il faut comprendre certains concepts, certaines notions, etc. Et il va aussi proposer des travaux dirigés au besoin pour vous permettre de vous approprier les contenus qui sont partagés. Alors, pour vous rassurer, donc ces contenus seront également revus progressivement quand les cohortes vont évoluer. Et ça, c'est à l'interne parce que nous sommes dans un domaine quand même qui est très évolutif. Et surtout, c'est un domaine qui est aussi assujetti au numérique. Et tout le monde sait que le numérique est un domaine qui évolue très rapidement. Alors, pour la partie présentielle, c'est des activités pédagogiques autour de travaux dirigés. La partie présentielle concerne surtout les activités qui sont très pratiques dans le domaine de l'édition. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, nous avons fait l'option
de les proposer en présentiel. Et on reviendra un peu sur tous les aspects liés à la présence des étudiants sur le terrain, en tout cas au Sénégal, durant ces moments en présentiel. Donc, on y reviendra au besoin. Mais en tout cas, c'est des activités pédagogiques autour des contenus qui sont sur la maquette que je vais vous présenter tout à l'heure. Et vous y travaillez avec des personnels, des professionnels, hein, des enseignants et des professionnels de l'écosystème de l'édition scientifique. Alors, pour les méthodes d'enseignement, je ne vais pas trop insister là-dessus, je viens de les aborder. Les étudiants seront inscrits sur la plateforme. La plateforme, et je vous montrerai tout à l'heure, j'essaierai de partager avec vous le lien de la plateforme. En tout cas, un aperçu de la plateforme d'enseignement qui est hébergée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'université numérique. Alors, c'est clair que quand la cohorte sera enrôlée, il y aura une session de regroupement virtuel pour ceux qui sont loin du Sénégal et de regroupement présentiel pour ceux qui le font. Donc, ceux qui sont au Sénégal, cette session de regroupement permettra, disons, de partager avec vous des éléments techniques sur la plateforme, comment se familiariser avec les différents espaces, avec les fonctionnalités de la plateforme. Donc ça concerne surtout les étudiants qui seront enrôlés dans la cohorte recrutée cette année. L'encadrement pédagogique concerne un peu la dimension de production de connaissances liées à ce master. Donc, un master débouche normalement sur la production d'un mémoire. Et donc, il y a cette dimension liée à l'encadrement pédagogique qui sera assurée à distance par les enseignants intervenant dans ce master, mais aussi par les professionnels qui sont aussi intervenants dans ce master. Donc, cet encadrement sera assuré en présentiel, mais également à distance. Et toute l'équipe pédagogique va s'y soumettre. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des modalités d'évaluation. Elles seront en ligne, mais il faut envisager aussi des modalités d'évaluation qui seront sous forme d'examens sur table. Et ces examens sur table se feront peut-être dans les campus numériques francophones, quand ça le nécessitera. Mais en tout cas, il est possible d'envisager des examens sur table organisés dans les campus numériques francophones, mais puisque c'est une formation en ligne, des examens en ligne seront envisagés, des études de cas, des projets éditoriaux simulés, des évaluations par les pairs, des travaux individuels ou des travaux collaboratifs en groupe. On aura quand même toute cette panoplie de modalités d'évaluation qui sera, disons, mise en œuvre. Et c'est à l'enseignant, en tout cas, de faire ce choix pédagogique d'évaluation. Donc, globalement, sur le volet, disons, le volet méthode d'enseignement, modalité, évaluation, c'est ça que je voulais apporter comme information. Maintenant, il y a un élément sur lequel également j'aimerais revenir concernant, avant de vous présenter la maquette, c'est que la langue d'enseignement, c'est le français majoritairement, mais on aura également des cours en anglais. Donc, je pense 2 à 3 cours seront peut-être faits en anglais. Donc, il va falloir peut-être s'outiller un peu, mais toutes les facilités seront mises à profit pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre, même si votre anglais est comme le mien, il est complètement chaotique. Mais bon, je pense que ce sera assez soft pour que tout le monde puisse s'en sortir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un master, c'est 2 ans d'études. Un master 1 et un master 2, c'est 4 semestres. Semestre 1, semestre 2, semestre 3 et semestre 4. Les 2 premiers semestres de master 1 et les 2 autres semestres au master 2. Donc, voilà un peu les éléments constitutifs, ce qu'on appelle les EC. Donc, conformément au dispositif du RESAO en matière disons, d'organisation du système LMD, un master, c'est des unités d'enseignement à l'intérieur desquelles on retrouve des éléments constitutifs. Alors, les unités d'enseignement, vous les retrouvez dans la première colonne ici, okay, et les éléments constitutifs
sont dans la colonne E, donc dans la quatrième colonne. Et les crédits affectés à chaque UE, les crédits sont dans cette colonne. Bon, là, ce sont les codes qui vous permettront de reconnaître les UE. Et pour dire juste que quand on valide dans le système LMD, on ne valide pas des éléments constitutifs, on valide des unités d'enseignement. Ça, c'est à l'intention, disons, je le dis de manière générale comme ça, mais on va le préciser encore plus pour les candidats qui seront sélectionnés et enrôlés dans la cohorte de cette année. Donc, comme vous le voyez ici, il y a le lieu d'introduction à l'édition scientifique avec 3 éléments constitutifs, je ne vais pas les dire. La chaîne éditoriale et ses métiers, comme deuxième UE, la chaîne éditoriale en matière de production et de diffusion, 2 UE, 2 EC du moins, l'éthique de la publication scientifique et propriété intellectuelle avec 3 EC, et les compétences transversales. Ces 2 cours-là seront probablement en anglais. Le cours de David Mills également, qui est un spécialiste de renommée dans le domaine de l'édition, sera probablement en anglais, même si lui aussi s'exprime en français. Alors, le semestre 2, donc toujours dans le Master 1, nous avons une UE d'initiation au secrétariat d'édition avec 3 EC sur la gestion du manuscrit, l'analyse rédactionnelle d'un texte, la relecture et la correction d'un texte. Nous avons une UE sur l'initiation à la mise en page et la mise en ligne, avec ces trois UEC, dont une EC à 2, carrément sur le volet numérique. Initiation à la promotion et à la diffusion, avec 2 EC, et encore les compétences transversales, Critical Studies, Digital Skills. Et nous avons l'étude de cas, qui est, disons, un élément de production scientifique qui va aussi être disposé. Le semestre 3. Alors, nous avons ici le semestre 3 du Master 2. Et le Master 2, justement, ouvre aux différentes spécialités, aux 2 spécialités. L'une, édition de contenu, que vous voyez ici, et l'autre, production et diffusion. C'est pourquoi vous voyez semestre 3 2 fois. Donc, semestre 3 de la première spécialité, semestre 3 de la deuxième spécialité. Donc, quand vous arrivez au Master 2, la cohorte est divisée en 2. Donc, ceux qui choisiront édition de contenu pour s'y spécialiser et ceux qui choisiront production et diffusion pour s'y spécialiser. Donc, dans la première spécialisation, nous avons ici lieu de gestion avancée de projets éditoriaux, outils pour l'édition scientifique, pratique de révision des textes et développement professionnel. Et après, un cas d'usage avec l'application des compétences. De la deuxième spécialité, nous avons, comme UE ici, approfondissement des pratiques de la mise en page et de la mise en ligne, les stratégies de diffusion, les stratégies de promotion et le développement professionnel avec, à la clé, aussi un cas d'usage. Et le semestre 4 sera le semestre de stage et du dépôt du rapport de stage. Voilà donc globalement la maquette qui va être mise en place et déroulée au cours de cette année. Vous pouvez voir effectivement que c'est quand même très dense, mais vous pouvez également espérer sortir de cette formation avec quand même des compétences très solides dans le domaine de l'édition scientifique. Si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me le rappeler. Madame la modératrice, je pense en avoir fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prof. Mar. S'il y a des éléments qui n'ont pas été abordés, je pense que des questions seront dans le chat. Après, vous allez essayer d'y répondre. À présent, je vais continuer avec la présentation des institutions partenaires, le réseau professionnel ainsi que les enseignants qui participent à la réussite du master des métiers de l'édition scientifique. Alors, le programme bénéficie d'un réseau d'institutions assez solide. Nous allons commencer par les institutions partenaires de Global Africa plutôt, à l'instar de l'IRD, de l'Université Cheikh Hamidou Kane, de Codestria, de l'Université internationale de Rabat, entre autres,
mais aussi de plusieurs autres institutions européennes et africaines qui sont engagées dans la production et la valorisation des savoirs. Il y a également un réseau professionnel qui va nous accompagner tout au long de ce master. Nous retrouvons ici l'Université Sorbonne, l'Université de Bordeaux, Open Edition, l'AIF et Global Africa, bien évidemment. Alors, ce réseau contribue à enrichir les enseignements, à diversifier les opportunités de stage et à renforcer également l'insertion professionnelle de nos diplômés. Ils vont nous permettre d'avoir des perspectives d'échange, de stage et, comme je viens de le dire, de renforcer l'insertion professionnelle. Les enseignants et les intervenants du master sont issus d'horizons divers. Nous avons des juristes, des communicants, des sociologues, mais également des professionnels dans le secteur de l'édition scientifique, ce qui permet d'offrir une formation pluridisciplinaire et ancrée dans la réalité des métiers de l'édition scientifique. Vous pouvez trouver les informations concernant le réseau professionnel, mais également les institutions partenaires de Global Africa sur le site de Global Africa que nous allons vous mettre tout à l'heure dans le chat. Donc, je pense qu'il y a une question qui est très attendue. Je vois déjà dans le chat que elle est en train d'être abordée. Je vais alors donner la parole à professeur Rachid pour qu'il revienne sur les questions liées au financement du master, les bourses, les aides, mais également la prise en charge du stage. Professeur Rachid. Merci. Oui. Donc, cette question, en fait, elle est liée, en fait. Il y a la question de la prise en charge des stages et des frais qui sont afférents, la question de ce financement à travers des bourses, et la question aussi des rétributions financières à terme que des postes peuvent permettre une fois qu'on est inséré sur le marché du travail. Et c'est une question qui est liée. Ce qui est très important, c'est que l'argent, ici, n'est absolument pas un obstacle ou un blocage. Ça doit jamais l'être, en fait. Parce qu'en réalité, le marché du travail africain, de manière générale, a un besoin criant énorme en termes de... Il y a beaucoup de travail, en fait. Du boulot, il y en a sur le continent africain. Le problème, c'est qu'on manque souvent de ressources qualifiées, quel que soit le secteur, d'ailleurs, mais qui plus est dans l'édition scientifique, qui est un secteur de haut niveau et de pointe, où on manque de manière cruelle justement de personnes véritablement qualifiées et compétentes pour ne plus faire appel en général à des professionnels de l'extérieur du continent. Et donc, du coup, la priorité pour ce master-là, c'est véritablement de s'assurer. Alors, je réponds aussi à la question. Il y a une vingtaine. Mar pourra préciser, Mar Mpoj, le professeur, pourra préciser le nombre précis de places pour ce master-là. Mais grosso modo, l'objectif stratégique de ce master-là, c'est de permettre dans 2 ans la sortie d'une cohorte d'une vingtaine de professionnels qualifiés, hautement qualifiés, qui pourront insérer le marché du travail immédiatement. C'est pourquoi les stages sont un outil en fait de cette insertion-là, mais pas uniquement. Il y a tout un dispositif en fait d'accompagnement qui sera mis en place pour permettre justement, en fonction des métiers, de la carrière et du parcours aussi du masterisant, d'insérer à l'issue immédiatement de cette formation, donc d'insérer le marché du travail. Alors ce master, il est accompagné pour transmettre des compétences et former, certes, mais aussi et surtout de permettre une insertion professionnelle réussie. Et tout sera mis en œuvre, en fait. Il y a plusieurs choses qui sont mises en œuvre. Ils ont été évoqués de manière allusive par Ndeye Khadi en parlant d'un réseau professionnel. Effectivement, on a un réseau d'acteurs qui ont besoin de ressources humaines qualifiées en édition scientifique. Et ces ressources-là, justement, ont permis ont justifié la création de ce master-là, puisqu'il y a une vraie demande qui est très très forte, et donc il faut maintenant apporter l'offre. Et précisément, cette formation permet de satisfaire cette demande-là. Il faut savoir aussi une chose, c'est que l'édition scientifique, c'est un secteur qui est en pleine expansion, en particulier sur le continent africain, puisque de manière infrastructurelle et structurelle aussi, on manque
de moyens de valorisation de la recherche africaine. Donc, il y a un véritable besoin qui ne fait que grandir. Et à travers aussi différents mécanismes et dispositifs, notamment la montée de la science ouverte, qui pose un certain nombre d'enjeux de souveraineté, etc., et puis d'exploitation économique de la recherche scientifique. La transformation numérique aussi des revues. Toutes les revues, les anciennes revues classiques qu'on connaît, etc., sont toutes, et même de manière mondiale, elles sont soumises aux innovations numériques qui permettent justement de les valoriser différemment et de les éditer donc différemment. Et là-dessus, il y a un véritable besoin. Et puis, évidemment, des nouveaux modèles de publication. Donc, les opportunités professionnelles sont réelles, mais à une condition, c'est d'être bien formé et évidemment d'être connecté au réseau professionnel qui a le demande. Donc, les dispositifs de bourse qui sont mis en place par le projet et d'aide aussi à la mobilité, notamment pour les étudiants étrangers, eh bien, ça s'appuie sur un écosystème international d'institutions partenaires. J'en ai parlé de ce consortium-là, du Global Africa, et notamment aussi à travers le LASPAD, le laboratoire, il y a aussi la possibilité de financer en fait la prise en charge des frais liés à la formation et à la mobilité des étudiants résidant hors du Sénégal en particulier. C'est là où notamment pour les stages et pour le présentiel dont a parlé Mar aussi, il y a d'éventuels frais qu'on pourra aussi soutenir. Il y a des bourses qui peuvent être liées aussi à des programmes comme ceux de l'AUF et de d'autres partenaires institutionnels qu'on pourrait aussi mobiliser. Et on accompagne les étudiants qui en auront besoin pour leur dossier. Et puis, il y a évidemment des appels à projets, il y a des résidences d'édition qu'on peut imaginer, il y a toute une série de choses qui permettront d'avoir des mini-bourses pour publier, pour permettre aussi aux étudiants et aux masterants d'être tout de suite dans le milieu de la publication. Donc, ces dispositifs traduisent une forte conviction, c'est celle que l'on a, que la circulation des savoirs passe aussi par la circulation des personnes. Et ces personnes-là doivent faire l'expérience concrète à travers des stages. Et ces possibilités de stage, elles sont déjà existantes. Il y a il y a pas mal d'acteurs qui pourraient accueillir en fait des stagiaires, que ce soit des revues scientifiques comme Global Africa qui aura besoin de stagiaires, des presses universitaires aussi qui sont mises en place via des politiques publiques aussi notamment au Sénégal avec différentes revues et différentes presses d'universités comme celle de Gaston Berger ou de Dakar, etc. Les étudiants pourront être insérés à travers ces stages-là aussi. Des institutions internationales avec lesquelles on collabore, que ce soit l'Open Edition, que ce soit l'IRD, le CODES-RIA ou d'autres institutions qui ont des éditions scientifiques et qui auront besoin ou qui pourront accueillir aussi des stagiaires, et puis à terme que ces contrats, ces conventions de stage permettront la négociation de contrats d'embauche à l'issue de ces stages. C'est pas uniquement des stages d'expérience et d'apprentissage, mais c'est aussi des stages pour répondre à la demande des employeurs potentiels, des pressentis. Il y a aussi des maisons d'édition et puis évidemment des startups éditoriales sur le continent africain. Après, ça va dépendre évidemment du parcours des uns et des autres, puisque chaque masterisant aura ses métiers de prédilection. Certains seront plutôt dans le graphisme éditorial, d'autres seront plus sur la gestion de plateformes numériques, d'autres seront plus sur le copy editing et le travail sur le texte, d'autres seront plus sur l'édition graphique ou autre, etc. Donc, il y a plusieurs types de métiers. Évidemment, le stage, il va falloir à bénéficier d'un accompagnement personnalisé du stagiaire pour l'insérer dans des structures pour faire de la communication scientifique, du marketing digital, du graphisme ou autre, etc. Donc, ça va dépendre là. Mais il y a en tout cas un dispositif qui est mis en place et qui anticipe. Les perspectives d'insertion professionnelle, je les ai évoquées très rapidement. Il y a un véritable besoin structurel du marché africain, que ce soit les universités, les centres de recherche, les laboratoires, les maisons d'édition, ont besoin de professionnels qui soient capables de piloter donc toute la chaîne éditoriale dont j'ai parlé, de gérer aussi des revues de A à Z, de maîtriser la publication numérique avec tous les standards internationaux, de comprendre aussi les enjeux, parce qu'il s'agit aussi, si on a un profil plutôt politique publique ou un profil qui est plutôt théorique que pratique, là aussi, il y a la possibilité d'accompagner des structures pour réfléchir aux enjeux de la science ouverte, notamment sur le continent africain ou d'autres, ou sur l'écosystème en fait éditorial africain, ses besoins économiques, voilà, tous ces enjeux-là. Et puis l'impact social et environnemental aussi de la recherche scientifique africaine sur le continent. Penda a insisté tout à l'heure sur justement cette recherche engagée que le laboratoire préconise et que Global Africa a illustré à travers une revue d'influence.
Il y a évidemment la possibilité d'exercer, donc, comme je le disais, dans différentes structures, des presses universitaires et des maisons d'édition qui ont déjà exprimé leurs besoins, des laboratoires de recherche et d'autres structures éditoriales, et d'occuper des postes, en fait, qui sont très, très variés. En fait, vous découvrirez à travers la formation richesse des métiers de l'édition scientifique. Il y a des nouveaux métiers aussi, il y a des métiers qui sont transformés, bouleversés par un tas de transformations sociales et technologiques et économiques, et politiques aussi, puisqu'il y a aussi des enjeux juridiques et politiques que le continent traverse, ou ces questions de souveraineté dont on a parlé tout à l'heure. Mais très concrètement, le programme permet justement à la fois de financer des étudiants. Alors sur les critères, ça a été posé tout à l'heure, la question des critères dans le chat. Les critères, évidemment, sont des critères qualitatifs. Ça va véritablement dépendre, en fait, du profil du candidat, de sa motivation, de ses prérequis et de ses compétences dont a parlé Marc tout à l'heure. Il y a un minimum de prérequis à avoir. L'idée, c'est que nous assurons, en fait, que le candidat va réussir, tout simplement, avant même de pouvoir suivre sa formation, qu'il dispose, en fait, de cette motivation et de cette détermination pour aller au bout du projet. Il faut aussi se dire très clairement que la formation, même si elle est payante, et elle est payante justement aussi parce qu'il y a des professionnels de l'édition, il y a des gens qui ont besoin de formation, et elle permettra aussi c'est aussi un critère pour nous de sélection. Une personne qui est capable de mettre quelques francs CFA, ou de se payer une formation d'envergure internationale comme celle-ci, et d'avoir un métier à terme et d'être recruté à l'issue de sa formation. Je veux dire, ça aussi, c'est un critère important aussi d'engagement du masterand et de l'étudiant. On est vraiment ici dans une forme un petit peu de, de formation universitaire, mais pas classique et standard, mais c'est vraiment pour répondre à un vrai besoin du marché africain de la recherche scientifique, et on veut vraiment insérer les personnes et leur permettre de trouver un travail, mais c'est pas à vocation sociale. C'est vraiment aussi ici dans une perspective de répondre à un véritable besoin stratégique de nos pays africains pour valoriser la recherche du continent. Donc certes, le Master Medit, c'est pas une simple passerelle académique comme ça du monde du travail, de l'université des études au monde du travail. C'est aussi une fabrique de carrières et d'opportunités pour un réseau panafricain et international qu'on a constitué autour de Global Africa et du réseau des universités qui ont rejoint le projet, et que chaque bourse, chaque stage, chaque collaboration, en fait, c'est la possibilité de voir venir enfin une nouvelle génération, une génération en tout cas, de professionnels africains de l'édition scientifique qui sont encore une fois capables de transformer le paysage du livre, de la recherche, de la culture scientifique sur le continent. C'est un vrai engagement en fait qu'on a ici à travers ce master. Il faut bien le comprendre, que c'est pas simplement pour trouver du boulot et à la limite acquérir un certain nombre d'expériences pour les mettre sur son CV, etc., et passer à autre chose. Il y a un vrai accompagnement qui sera fourni au masterand pour lui permettre non seulement d'avoir un boulot, d'être capable de l'exercer de manière efficace et transformatrice, et aussi justement de répondre aux besoins de la recherche scientifique pour laquelle nous, chercheurs de la recherche publique, hein, on est véritablement engagés. Voilà, après, s'il y a des questions plus techniques et pratiques, je peux y répondre aussi. Merci. Merci beaucoup, professeur Rachid, pour ces informations. Alors, sans plus tarder, pour clore les présentations, je vais donner la parole à Bintou Kanté, Madame Bintou, qui va nous expliquer comment candidater au Master Medit, les pièces à fournir et le calendrier de dépôt. Bintou? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers auditeurs, et merci pour l'intérêt que vous portez au Master Medit, métier de l'édition scientifique. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui, et j'espère que les informations qui viennent d'être partagées ont éclairé vos lanternes. Donc, comme vient de le souligner Madame Deyhadi, je vais m'entretenir avec vous concernant les dossiers, également les frais d'admission. Mais avant cela, je tenais vraiment à exprimer l'engouement qui est porté envers le programme, car à ce jour, nous comptons un bon nombre de candidatures et nous avons tenu à avoir une clarification sur les dossiers et les frais d'admission
afin que les candidatures qui ont été déposées ou qui vont être déposées avant la date de clôture qui est fixée pour le 28 octobre, que ces candidatures soient de qualité. Car comme l'a souligné précédemment Prof Mar et Prof Rachid, la sélection se fera sur dossier et la quote de cette année sera limitée. Donc, en premier point, comme dossier de candidature, il devra avoir le diplôme de la licence ou plus. Si vous avez un dernier diplôme à ce jour, ça sera recommandé de le fournir. Également, en deuxième point, on a le curriculum vitae, le CV, et aussi la lettre de motivation. Par rapport à la lettre de recommandation, elle est fortement recommandée, autant pour moi. Et pour finir, il faudra payer les frais de dossier, ce qui validera votre candidature. Et comme vous pouvez voir ici par rapport aux frais et bourses, nous avons ici frais d'inscription qui s'élèvent à 200 000 francs CFA et la mensualité est à 150 000 francs CFA sur 18 mois. Les frais de dossier s'élèvent à 20 000 francs CFA. Et ici, vous pouvez lire les moyens de paiement qui s'offrent à vous. Bon, on a le moyen de paiement Wave et également par virement bancaire via la Banque Atlantique. Et aussi, pour ceux qui sont hors de la zone ouest africaine, vous avez la possibilité de faire un transfert via RIA et Western. Cela ne figure pas certes sur l'appel à candidature, mais nous allons communiquer et je pense ça a été déjà fait par rapport aux nouveaux moyens de paiement. Également, comme vous pouvez le lire également, il y a 5 bourses disponibles pour la formation. Donc, ces éléments sont très importants pour valider votre candidature et nous vous orientons et guidons à fournir ces éléments afin de maximiser vos chances pour intégrer ce programme qui est un programme d'avenir, un programme qui répond aux besoins du continent et aussi qui allie éducation et technologie numérique. Donc, c'était ces points-là qu'on voulait souligner avec vous aujourd'hui. Si vous avez toute autre question, vous pouvez nous joindre via l'adresse mail qui a été communiquée sur l'appel à candidature globalafrica@edu.sn. Nous allons communiquer cela avec vous. Je vais l'écrire plus tard dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez nous adresser ces questions-là via mail ou nous contacter par téléphone également. Donc, c'était ces points que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Et merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Et je laisse maintenant la parole à Dey Khadi qui pourra donner plus d'informations et guider le reste du webinaire, de la session. Donc, comme vous pouvez lire Prof Mar, il dit que la cohorte sera fixée à 20 participants. Donc, ce sera très, très sélectif et la qualité du dossier comptera également. Merci et merci beaucoup. Merci Dey Khadi. Merci beaucoup, Bintou, pour ces explications sur la procédure de candidature. Nous arrivons à présent à l'avant-dernière étape de notre webinaire, la session interactive. Donc, j'ai vu qu'il y a quelques questions dans le chat que je vais lire. Et après, Prof Rachid ou Prof Mar, vous pourrez apporter des éléments de réponse. Donc, il y a Dominique qui nous dit que c'est génial votre initiative, mais comment étendre l'action sur l'ensemble du continent, surtout l'Afrique francophone? Prof Rachid, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Si je peux me permettre, c'est que le master, il est déjà étendu à l'Afrique francophone, hein. Donc, Monsieur Dominique, sachez que tout étudiant peut s'inscrire, tout étudiant sur le continent africain peut s'inscrire à ce master, hein. Il y aura des cours en ligne et à distanciel, et puis il y aura la possibilité de vous accueillir à Dakar pour les présentiels et pour d'éventuels stages partout ailleurs dans le continent et dans le monde aussi. Les stages peuvent se faire à l'étranger. Donc, c'est un master qui est ouvert à l'international. C'est absolument pas un master sénégalo-centré. On a déjà d'ailleurs parmi les candidats, je crois plus de la moitié, qui sont de pays africains. Voilà, donc il est déjà ouvert le master.
Merci beaucoup. Je vais vous retenir pour ces questions d'Anicette. Quels sont les critères d'attribution de la bourse et quels sont les avantages liés à cette bourse? Alors, parfait, merci Dominique. Pour ce qui est des critères, je les ai parlé tout à l'heure, c'est des critères qualitatifs, hein, c'est le dossier. Sur le dossier, il y a un certain nombre d'éléments. Et puis, il va y avoir certainement une audition aussi du candidat qui sera boursier. Parce qu'il s'agit de nous assurer aussi, au-delà du dossier, de la motivation et de l'engagement personnel du candidat et de sa situation financière qui ne permet pas de prendre en charge un certain nombre de dossiers. On peut avoir des jeunes en licence qui sont extrêmement motivés, déterminés, qui ont un super projet professionnel et tout, mais qui n'ont pas les moyens de payer la formation ou, s'ils peuvent payer la formation, de payer un billet d'avion pour venir au Sénégal et faire le présentiel, avoir une prise en charge de l'hébergement, etc. Tout cela est discuté et modulable en fonction du candidat. C'est absolument pas le critère qui nous rebutera en fait, hein. C'est vraiment la qualité du candidat et du profil et sa détermination à aller au bout de la formation. Donc ça, d'une part. Ensuite, pour les types de bourses, il y a des bourses qui peuvent être partielles, qui peuvent prendre en charge une partie, qui peut exonérer de certaines parties de frais, qui peuvent aussi couvrir des déplacements ou pas, qui peuvent couvrir le stage ou pas. Donc il y a des bourses qui seront modulables en fait et qui permettront, à travers les financements que nous avons déjà, d'assurer et de nous assurer d'avoir des candidats qui sont extrêmement motivés, de leur donner les moyens d'aller au bout et de réussir. Il y a la possibilité aussi qui sera discutée de financement là aussi au cas par cas. Il faut absolument pas que ce soit un obstacle en fait. Si vous êtes un candidat mais que vous n'avez pas d'argent ou pas les moyens de financer votre étude, que vous avez peur que vous vous retrouvez dans une situation difficile financièrement en raison de cela, il faut absolument évacuer ce problème-là et nous l'exposer ensuite une fois que vous serez sélectionné. Il faut d'abord candidater, évidemment. Une fois que vous êtes candidaté, vous êtes présélectionné et à ce moment-là, vous pouvez exposer votre demande de bourse et elle sera étudiée au cas par cas pour vous permettre d'aller au bout. Si nous vous sélectionnons, nous vous finançons. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec Madame Mambia Rafay. Je pense que votre première question a déjà été abordée. Pour la deuxième question, c'est par rapport aux sections présentielles. Ceux qui travaillent auront-ils d'autres options pour faire ces cours? Prof Mar? Oui, en principe, le format à distance est un format ouvert aux travailleurs, déjà. Ceux qui ont des contraintes géographiques, des contraintes de distance, qui ne peuvent pas être sur place, mais ceux qui ont aussi des contraintes de temps. C'est-à-dire qu'au moment où les cours se font normalement dans les universités, eux, ils sont dans leur lieu de travail. Donc, c'est ça qui justifie un peu la mise en place d'une formation à distance pour justement venir à bout de ces contraintes-là. Maintenant, de la même façon, hein, si des stages se font en présentiel, voilà, il y a toujours des aménagements possibles pour trouver des alternatives et pouvoir gérer ces situations-là. Mais en tout cas, ceux qui sont à distance et qui sont des travailleurs, il y a le cours qui est disponible sur la plateforme, les ressources sont disponibles sur la plateforme, donc accessibles à tout moment. Mais les moments synchrones partagés et planifiés par l'intervenant, ces moments-là aussi sont enregistrés, comme la réunion l'est actuellement. Donc, cette session, ce webinaire est actuellement enregistré et l'enregistrement sera normalement diffusé tout à l'heure. Donc, les sessions synchrones avec les enseignants seront également enregistrées et seront disponibles en lien sur la plateforme. Donc, les travailleurs qui n'ont pas pu se connecter à la session synchrone avec l'intervenant, avec l'enseignant, pourront toujours se rattraper avec le lien du cours enregistré. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci Mar. Si je peux me permettre juste un petit complément, c'est juste de préciser, parfait, super si ça répond, c'est de préciser aussi que ce master est à destination de professionnels aussi. Il y a des professionnels qui ont besoin de renforcer leurs compétences et de se mettre à jour aussi là-dessus, ce qu'on appelle la formation continue. Eh bien, il y a un véritable besoin aussi et c'est une des cibles aussi de ce master. Il n'est pas exclusivement réservé à de jeunes étudiants qui sortent d'une licence, mais il est destiné aussi à des professionnels seniors qui ont besoin de se mettre à jour en matière d'édition scientifique ou qui veulent faire une réorientation aussi professionnelle ou ce genre de choses. Donc, les professionnels sont évidemment aussi, la formation est aussi à destination des professionnels. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec les questions de Madame Fatou Maïmouna Mbaye.
Je pense que la première question a déjà été répondue par rapport à l'effectif de ce master. Par contre, pour vos deux autres questions, nous avons besoin de plus de précision par rapport aux étudiants qui suivront un master depuis l'étranger et est-ce qu'une attestation de l'école va suffire? Est-ce que Madame Fatou Memouna est là? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, oui. Oui, d'accord. Donc, du coup, pour ma première question, déjà, merci de m'avoir donné la parole. Donc, quand je dis les étudiants à l'étranger, personnellement, je suis en France, donc du coup, c'est de cela dont je parle. Et quand je demande une attestation de l'école, je demande si une attestation de réussite va suffire, parce que dans vos critères, vous demandez un diplôme, et j'aimerais savoir si ça peut être perçu comme un équivalent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que Prof Marc pourrait répondre à ces questions? Oui, oui, des cas, j'en ai vu ce matin un mail d'un étudiant qui dit qu'il n'aura pas son attestation que au mois de novembre. Donc, il y a des possibilités de dépôt sous réserve, hein. Après, maintenant, si le dossier est jugé valable et que l'étudiant est recruté, sélectionné, il y a toujours le complément de dossier qui est possible. Mais ça, c'est la commission, en fait, qui va statuer et qui va voir si le dossier est assez solide pour pouvoir être enrôlé. Mais c'est des possibilités qu'il y a. Votre attestation, s'il peut être légalisée et déposée, en attendant d'avoir le diplôme ou d'avoir une attestation en bonne et due forme, ça peut toujours être recevable. Voilà. Merci beaucoup. Madame Fatou Memouna Mbaye, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais poursuivre. Il y a Divine Mila Milandou qui dit, pour ma part, mon diplôme de licence n'est pas encore prêt. Serait-il possible de participer en attente de mon diplôme? Il dit qu'il a déjà validé les 5 semestres. Et, en ce qui concerne le tout dernier, ils sont encore en attente des résultats. Mais bon, ça aussi, c'est peut-être la même situation, mais vous voyez, nous, on peut pas se baser sur ces différentes éventualités pour statuer. Donc, surtout dans le cas de Milandou, où un semestre n'est pas encore, les résultats d'un semestre ne sont pas encore disponibles. Déjà, on n'a rien sous la main, alors qu'on doit avoir au moins une attestation. À défaut d'avoir le diplôme, il faut au moins l'attestation. Donc, pour ce cas-ci, ça va être compliqué. Vous pouvez toujours déposer, mais voilà, il faudrait qu'au moment du démarrage, c'est-à-dire en novembre, qu'on puisse avoir tous ces documents-là sous la main. Et sinon, parce qu'il y aura une liste, hein, une cohorte de 20 qui sera recrutée. Maintenant, il y aura toujours une liste d'attente. Et cette liste d'attente-là, normalement, doit être voilà, elle est là pour compléter au cas où des gens vont sauter dans la liste principale. C'est à vous de faire le choix finalement. Voilà. Sinon, je pense que nous allons conclure. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire d'information sur le master scientifique. Je tiens à remercier nos intervenants pour leur présentation, ainsi que tous les participants pour leurs intérêts et leurs échanges. Nous espérons que cette session vous aura permis de mieux comprendre les spécificités du programme, son originalité et les nombreuses opportunités qu'il offre, et que nous avons réussi à vous convaincre. Donc, pour toute information, questions, vous pouvez consulter le site www.globalafricascience.org ou écrire à globalafrica@ugb.edu.sn ou à mar.mbodj@ugb.edu.sn. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre présence et très bonne suite à chacun dans vos projets académiques et professionnels. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci.